Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Legoisiou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Parents. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Vous le savez certainement, vous n'avez pas pu passer à côté. La semaine dernière, c'était une semaine en France dédiée à l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une conférence organisée par l'ONG Everyone.ai sur les IA et la future génération. Everyone.ai, c'est une organisation que vous avez déjà dû voir si vous suivez Génération Parents, puisque nous avons déjà invité Mathilde Serioli, qui est docteure en neurosciences et qui travaille sur l'impact de l'intelligence artificielle sur nos enfants. Et son ONG, Everyone.ia, travaille sur l'impact de toutes ces intelligences artificielles qu'on va retrouver aussi bien dans les réseaux sociaux, mais aussi sur les jouets de nos enfants, voire même des fois des bébés, et de voir si c'est bien ou pas pour le développement de nos enfants. Donc dans le cadre de ce sommet de l'action sur l'IA qui a lieu à Paris et dans toute la France la semaine dernière, Everyone.ai a présenté une coalition internationale qui vise à développer des IA bénéfiques pour les enfants et à organiser une conférence avec des chercheurs, des neuroscientifiques pour nous parler de l'impact de l'intelligence artificielle et comment faire pour avoir une intelligence artificielle qui soit bénéfique au développement de nos enfants. Et donc je vous propose dans cet épisode spécial de Génération Parents de regarder cette conférence. J'espère que cela va vous plaire, mais aussi que cela va vous aider à avoir une utilisation responsable et réfléchie des intelligences artificielles pour vos enfants. Allez, bon épisode. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va être au tour de Mathilde. Donc Mathilde est notre Chief Scientist, notre directrice scientifique. Elle a un doctorat en neurosciences et elle va nous parler des opportunités et des risques sur les enfants. Voilà. Bonjour, moi je suis vraiment contente d'être là. On a déjà entendu beaucoup de choses, on a entendu parler beaucoup d'IA. Et finalement, il nous manque un petit peu la deuxième partie, la deuxième brique de ce qu'on fait dans la coalition, de ce qu'on fait dans Everyone. C'est la partie enfant, expertise sur l'enfant, comprendre comment l'enfant apprend, comment l'enfant se développe. C'est vraiment ça qu'on va faire. Donc on va devoir passer par une partie un petit peu nerdy. On va faire un petit cours de neurosciences, mais on va y aller tranquillement, juste avec les faits que j'ai besoin que vous ayez en tête pour comprendre ce qui nous inquiète. Ensuite, on va discuter de comment on fait de la recherche à cette ère de l'IA, comment on suit le rythme des machines parce que ça va vite. Et la recherche en sciences humaines, c'est long. Et puis après, on va voir un petit peu avec des exemples concrets parce que j'ai envie que vous repartiez ici avec des vraies raisons d'avoir de l'espoir, de se dire mais l'IA, ça va être vraiment cool pour les enfants. Il y a des bénéfices, il y a des utilisations qu'on a envie d'avoir. Et puis aussi de savoir s'il y a des produits que vous ne voulez pas laisser rentrer dans votre salon, dans le salon de vos petits-enfants, dans le salon de vos enfants. Donc on va se parler de ça aujourd'hui. Et quand je parle d'IA, on parle de produits qui utilisent l'IA. Quand on parle de réglementation, on ne parle pas forcément de réglementer l'IA, on parle de réglementer les produits qui vont dans les mains des enfants. Et il y en a déjà beaucoup, c'est pas nouveau l'IA. On en a dans tous les réseaux sociaux. Les algorithmes de recommandation, c'est l'IA, ça fait longtemps qu'on en a. On en a dans les robots ménagers, on a de plus en plus aussi de robots qui sont faits pour les enfants. On en a aussi dans les choses type Echo Dot, les Alexa, les Siri. Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et c'est de ça dont on va se parler. C'est vraiment les produits qui on utilise. On voudrait réfléchir un petit peu différemment à propos des produits que les enfants vont utiliser. Voilà, partie neuro, le développement du cerveau des enfants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant, son cerveau, c'est pas comme le nôtre.
c'est en cours de développement. Et on le voit bien, un bébé, honnêtement, ça ne sait pas faire grand-chose quand ça vient au monde. Par contre, ça apprend vraiment vite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi ça qui est inquiétant. Le cerveau, on est tous conscients que la génétique, ça joue sur qui on est, notre tempérament, nos caractéristiques. Mais la génétique, c'est aussi un petit peu le plan d'architecture du cerveau et de son développement. Ça décide où se développent les fonctions. On a tous un cerveau qui fonctionne de manière très similaire. Les aires cérébrales sont organisées de manière similaire. Et ça décide aussi à quel moment ça se développe. C'est pour ça que, par exemple, autour du monde, peu importe la culture, le langage, les enfants vont dire leurs premiers mots à peu près au même moment. Ça, c'est la génétique qui va décider ça. Par contre, l'environnement, on le voit bien, ça va jouer sur quelle langue ils parlent. Parce qu'à quoi ils sont exposés. Mais aussi à la capacité de parler bien. Plus on lit des histoires, par exemple, aux enfants, le soir, on sait que ça joue sur leur niveau de capacité à lire, sur leur niveau de vocabulaire. Donc, à quel point l'environnement est riche, ça joue. Ça, c'est ce qu'on appelle les périodes sensibles de développement. Durant ces périodes, le cerveau, il apprend hyper vite. Et en dehors de ces périodes, c'est plus difficile. Et c'est pour ça, d'habitude, c'est l'exemple que je donne, mais là, je le fais en français. J'ai un accent pourri quand je parle anglais, en français, parce que j'ai appris en dehors de ces fenêtres de développement. Je suis sûrement pas la seule dans cette salle, on est assez réputé en France. Parce qu'on apprend justement l'anglais assez tard, de manière efficace à l'oral. Donc ça fait partie des choses où on veut s'assurer, du coup, que les opportunités et vraiment les utilisations que les enfants vont avoir de l'IA, l'environnement qu'on va leur donner, parce qu'il va changer très vite avec l'IA, ce soit un environnement qui est stimulant, et pas un environnement qui appauvrit ou qui prend énormément de temps en donnant peu d'opportunités. La deuxième chose, c'est que leurs compétences, elles sont immatures, sont en plein développement. On voit bien qu'un enfant de 2 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 12 ans, ils font pas la même chose. Et ça, il faut en tenir compte. Parce qu'une utilisation, elle n'est pas forcément mauvaise à tout âge, mais elle peut être mauvaise à des âges spécifiques. Et enfin, ils ont peu d'expérience, ils comprennent le monde avec ce qu'ils voient autour d'eux. C'est comme ça qu'ils façonnent leur réalité. Et ça, on veut vraiment s'assurer que le monde qu'on leur propose leur permette d'avoir des expériences qui leur permettent de comprendre un monde tel qu'il est, d'avoir des relations sociales riches. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que peu importe les débats sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, et il y en a, on est tous d'accord pour se dire, si on avait dû créer une IA, si vous demandez à des personnes qui travaillent en psychologie, en neurosciences, aux docteurs, est-ce que les réseaux sociaux tels qu'ils sont hyper bénéfiques ou est-ce qu'on aurait pu les faire mieux si on nous avait demandé à nous, il y a 10 ans, comment les faire? Tout le monde est d'accord pour dire, on aurait pu faire vraiment mieux. Et je me suis dit, et on s'est dit avec toute l'équipe, est-ce que là, on n'a pas un peu cette opportunité à cette ère de l'intelligence artificielle générative qui relance un petit peu l'écart, de faire mieux, d'apprendre un petit peu du présent finalement. On sait maintenant que les jeunes vont utiliser ces produits, que ce soit à leur destination ou pas. Donc il y a vraiment besoin d'anticiper, de se dire finalement, si on peut aller voir quels sont les bénéfices, quels sont les risques, on peut décider quels produits on veut développer, quels produits les concepteurs devraient faire et quels produits on veut avoir chez nous, quels produits on veut mettre à disposition de nos enfants. Alors moi, mon rôle, ça va être de résumer ce qu'elle vient de dire, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs en neurosciences. Donc, à retenir, c'est que l'enfant apprend beaucoup avec les interactions dans son environnement, d'où les questions qu'on se pose sur la place de l'IA. 2, les périodes sensibles de développement, très important, parce qu'on ne veut pas les rater, parce que si on les rate, on ne sait pas quelles sont les conséquences à long terme. 3, l'IA a déjà beaucoup d'influence dans notre vie, aussi bien positivement que négativement, mais en tout cas, l'IA est déjà vraiment bien présent. Et donc, on a vu avec les cas des réseaux sociaux qu'on a un vrai besoin d'anticiper. Merci. Ça permet de redire plus simplement. Exactement. Alors, la deuxième chose, c'est ce que je vous disais, on a un vrai problème que la recherche en sciences sociales, ça prend beaucoup de temps parce que on veut voir l'aspect développemental aussi, on veut voir comment faire. Et l'IA, ça va très vite. Et donc, il y a une espèce de disparité. Donc, comment on essaie en fait de rattraper, de poursuivre. Ce qu'on s'est dit, c'est que déjà, on avait besoin d'aller identifier de manière un petit peu large quelles étaient les zones de bénéfice et quelles étaient les zones de risque. Donc, on a fait un rapport de recherche et on s'est dit, moi, il y a 2 ans, je ne savais pas que ChatGPT, j'allais l'utiliser tous les jours dans mon quotidien. Et les chercheurs en IA, les gens qui travaillent dans ce domaine, ils étaient déjà au courant. Donc plutôt que d'attendre et d'être encore un petit peu blindsided, ce qu'on peut faire, c'est leur demander c'est quoi les produits qui vont arriver, c'est quoi les produits que les enfants vont avoir dans leur environnement. Et à partir de ça, réfléchir. Quand j'entends ce produit-là, est-ce que je suis excitée? Je me dis ça va être cool, travailler ensemble dessus. Ou quand j'entends ça, je me dis mais quelle idée! Et ça vient, cette notion de quelle idée,
qu'on a travaillé longtemps en consulting avec des compagnies qui font des produits pour les enfants. Et il y a des super beaux produits, et il y en a dans la salle, de EdTech, qui réfléchissent vraiment, qui comprennent profondément comment les enfants apprennent. Et malheureusement, il y a aussi des produits qui sont créés. Et quand on regarde les 100 apps les plus téléchargés sur l'Apple Store, plus de 50% n'ont aucune valeur éducative. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, on s'est dit, il va falloir qu'on comprenne mieux et qu'on puisse orienter un petit peu, essayer d'aller voir où sont les bénéfices et qu'on travaille ensemble pour créer ces IA. Globalement, ce que les chercheurs en IA nous ont dit, et ce que les chercheurs aussi en neurosciences, on a eu des partenariats avec les deux, nous ont dit que tout allait changer. Leur environnement, il va se complexifier. Notamment, c'est concentré principalement sur leurs loisirs. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant leur temps libre? Ils utilisent déjà beaucoup d'IA, il y en a des nouvelles qui vont arriver. Au niveau de l'éducation, il y a énormément de promesses. Et puis, enfin, ces agents IA dont on a un petit peu parlé, puis je vais pouvoir vous donner un petit peu plus de faits aussi sur pourquoi il y a ce type d'attachement qui peut se passer. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait vraiment comprendre les risques et pouvoir identifier où c'était positif et négatif. Et le meilleur exemple qu'on ait actuellement, c'est de regarder justement les dessins animés que les enfants regardent à la télé, les programmes qu'ils peuvent avoir. On voit qu'il y a différents types. On peut avoir des shows, enfin des programmes qui ont une valeur éducationnelle qui est très bonne et qui sont tout à fait adaptés à l'âge. C'est génial, allons-y, créons ce genre de produits. Après, on peut avoir, à l'inverse, des programmes où il n'y a pas de qualité éducative. Par exemple, un show hyper violent puis qui n'est pas du tout adapté à l'enfant. Ça, on est dans un risque élevé, ne développons pas ces produits. Puis après, il y en a qui sont un peu entre les deux. On peut avoir quelque chose qui est hyper bon au niveau éducatif. Un super programme qui explique la sexualité aux enfants de 15 ans. Pour un enfant de 4 ans, ce ne sera pas le bon. Donc, il faut tenir compte de cet aspect développemental de l'enfant. Et puis, enfin, il y a aussi des shows qui n'apportent pas grand-chose. Genre, je sais pas, un dessin animé qui est hyper drôle, il n'y a pas de valeur éducative. Si l'enfant, il le regarde une fois de temps en temps, que c'est adapté à son âge, oui, on a tous besoin de s'amuser. Le but, c'est pas d'être toujours en train d'apprendre, mais c'est d'avoir des interactions qui sont positives. Sauf qu'à l'ère de l'IA, maintenant, le show, le programme avec lequel l'enfant va passer du temps est différent, puisque l'IA, elle est capable d'aller chercher l'attention de l'enfant. Elle est capable d'aller lui demander de venir à lui. Elle va recommander aussi quelque chose qui va être bon pour l'enfant avant. Moi, j'ai regardé les dessins animés le samedi matin, puis quand Motus passait à la télé, c'était assez facile pour moi de désengager mon attention et d'aller faire autre chose. Maintenant, l'enfant, il a des programmes en permanence illimitée. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu inquiétant. Puis après, il y a tout l'aspect un peu manipulateur qu'il peut y avoir et d'exploitation justement des vulnérabilités des enfants quand il y a un engagement émotionnel fort. On nous dit souvent, oh là là, mais on ne sait pas comment ça va être l'IA, on ne peut pas vraiment anticiper. En fait, on n'est pas vraiment d'accord avec ça. On sait déjà beaucoup de choses sur le cerveau des enfants, sur comment ils se développent. Et vraiment, Mathilde a développé du coup comme une méthode un peu différente et vraiment avec cette approche transdisciplinaire, en allant et avec des experts en IA et avec des chercheurs, elle a vraiment pu voir qu'on était capable d'anticiper et c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait insister. Alors maintenant, on va se parler de produits concrets. Et à chaque fois, je vais vous donner quelques petites choses que vous avez besoin de savoir sur qu'est-ce que l'enfant apprend finalement, c'est quoi un peu les périodes sensibles à cet âge-là. On va commencer par un enfant qui a entre 0 et 2 ans. Qu'est-ce qui fait à cet âge-là un enfant? Il s'attache à son parent, il passe du temps avec son parent, et il apprend vraiment à créer un lien avec l'autre. Ils en ont besoin profondément. Quand on tient un enfant dans nos bras, quand on le serre contre nous, on a ce qu'on appelle de l'oxytocine. On appelle aussi l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour. Et on en a besoin. Surtout quand on commence à avoir des adolescents, on a intérêt à être bien attaché à nos enfants à ce moment-là pour supporter certains comportements. C'est hyper primordial d'avoir ça, mais ils apprennent aussi l'engagement social, à aller chercher l'attention, à aller chercher le regard, à aller capter les émotions. C'est un moment où, comme ça, ils ont l'air d'être allongés sur leur couverture et de faire pas grand-chose. En fait, il se passe énormément de choses dans leur cerveau. Et du coup, quel type de produits on peut voir? Lesquels peuvent être bons, lesquels peuvent être négatifs? Là, je veux parler vraiment de l'exemple, et c'est un produit qui commence à exister, qui commence à arriver, qui n'est pas régulé à l'heure actuelle, d'un doudou connecté. C'est génial. Franchement, à 2h du mat, vous voulez pas vous lever, ça tombe bien parce qu'il y a un doudou dans le lait de votre bébé qui capte ses battements cardiaques, qui peut utiliser votre voix en deepfake pour rendormir votre enfant. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Et franchement, j'ai 4 enfants. Je sais ce que c'est que de vouloir dormir. Il y a bien des nuits où j'aurais été prête à payer pour avoir ce produit et redormir 15 minutes de plus. Je comprends qu'il va y avoir un marché pour ça. J'ai juste la chance de savoir que c'est pas bon pour eux et que c'est pas bon pour moi parce qu'il y a besoin de ce lien, il y a besoin de créer ça.
Mais c'est pas juste anecdotique. Les enfants qui sont placés en orphelinat, qui étaient placés, maintenant on ne fait plus ça parce qu'on le sait, mais après les périodes de guerre et qui étaient nourris, qui étaient changés mais qui n'étaient pas tenus, c'était des enfants qui se laissaient mourir. C'est un besoin fondamental de l'être humain d'être avec l'autre. Et on veut s'assurer qu'ils restent avec nous, que leurs interactions, elles sont avec leurs parents, elles sont avec leurs amis, elles sont avec les autres, et qu'elles ne soient pas avec des machines, parce que pour l'instant, les machines, elles ne sont pas capables de nous donner cet aspect biologique. Deuxième chose, c'est que votre enfant, maintenant, il grandit. Il a entre 2 et 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là? Il apprend à développer son langage. On voit bien, ils ont de plus en plus de mots. Et les langages, il faut faire attention, surtout à l'heure de lire, on vend que ça peut vendre, que ça peut améliorer le vocabulaire. Oui, c'est le vocabulaire, le langage, mais le langage, c'est aussi comprendre les intentions de l'autre, comprendre les variations dans la voix. Ils développent leur représentation mentale, donc comprendre ce que l'autre pense, comprendre les interactions. Ils développent aussi beaucoup leur motricité fine, on le voit. Ils apprennent à tenir un crayon, ils apprennent à manger correctement. Enfin, moi, j'en ai un qui n'a toujours pas maîtrisé ça, mais ça finira par venir, je ne perds pas espoir. Et ensuite, ils apprennent des compétences sociales, ils apprennent à être avec l'autre, ils apprennent à reconnaître les émotions. Là, je vous regarde et je suis assez contente parce que vous avez l'air assez captivés. Je trouve ça hyper rassurant et je suis contente d'avoir appris ça parce qu'autrement, je me dirais, il faut que j'accélère. Là, c'est bien, je vais prendre mon temps. Sauf si Olga me fait la tête et que là, je me dis, non, en fait, il faut que j'aille plus vite. Ils apprennent la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, et puis retenez bien parce que j'en reparle après. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, à s'imaginer qu'en fait, l'autre, il n'est pas en train de penser comme moi. Quand on y va, c'est quand même hyper important de comprendre que tout le monde ne pense pas comme eux et de pouvoir s'adapter à ça. Puis ils apprennent la réciprocité, ils apprennent à prendre leur tour, c'est mon tour, c'est ton tour, faut que ce soit égal, ça peut pas être toujours à propos de moi, c'est ce qu'ils apprennent à cet âge-là. Du coup, si on pense à des utilisations bénéfiques, parce qu'il y a des belles choses, par exemple ce produit, qu'est-ce qu'il permet de faire? L'enfant dessine par reconnaissance d'image, donc qui utilise de l'IA, ça permet de projeter le dessin et de l'animer. Ça encourage la motricité fine, ce qu'on veut qu'il développe à cet âge-là. Ça le fait de manière plutôt positive. C'est pas non plus hyper addictif comme l'utilisation. Au bout d'une demi-heure, ils vont aller faire autre chose. Ça, c'est un beau produit. Créons des produits comme ça, qui permettent d'aller dans le concret en plus. De sortir juste du 2D. Puis là, maintenant, on va se parler des choses un petit peu plus dangereuses. Puis là, il faut que vous soyez attentifs parce que je vais passer un long moment sur tous ces aspects-là. On va se parler d'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, en fait, c'est la théorie de l'esprit adaptée à tout ce qui n'est pas humain. C'est le fait qu'on donne des intentions humaines à des entités qui ne sont pas humaines. On peut le faire sur des objets, on peut le faire sur des animaux, et on peut le faire sur des IA. Et ce qu'on voit, c'est que l'anthropomorphisme, il est plus élevé chez les enfants naturellement. C'est pour ça que leur doudou, c'est leur meilleur ami. C'est pour ça que s'il arrive un truc à leur doudou, c'est la fin du monde. Et l'anthropomorphisme, il est plus élevé chez eux, il est lié à l'attachement. Plus on anthropomorphise quelque chose, plus on s'attache à cette chose. C'est pour ça que les gens qui vont dire que leur chien c'est leur bébé, clairement, au moment du décès du chien, le niveau de détresse émotionnelle est beaucoup plus élevé. Alors que quelqu'un qui voit son animal de compagnie vraiment comme un animal plutôt et a très peu anthropomorphisé, l'attachement n'est pas du tout le même. Et on voit la même chose chez les enfants. On voit bien, genre, ils peuvent perdre un doudou et c'est pas grave. Et celui qu'ils adorent, auquel ils sont super attachés, c'est la fin du monde. Donc on voit ces différences. Mais naturellement, l'IA, elle va taper dans ce biais dont on a besoin d'anthropomorphisme. Et ça, on va pas pouvoir le contrôler. Moi, je travaille sur ces questions en permanence et je continue d'anthropomorphiser ChatGPT, alors je devrais savoir mieux que ça, et je le fais sans même y penser. Donc quand on pense aux objets, qu'est-ce qui a un risque élevé? Ce robot qui dit « J'étais triste aujourd'hui, tu m'as manqué. Comment ça se fait que tu viens pas me parler en ce moment ?» Qui joue sur cet aspect émotionnel, qui joue sur la relation, qui a des grands yeux. On sait que les grands yeux entraînent plus d'anthropomorphisme. Tous ces designs-là entraînent finalement l'enfant à s'attacher plus fortement à ses IA et à passer plus de temps avec eux. Ça, c'est pas des choses qu'on veut voir avec les tout-petits. Ça a très peu d'intérêt. Il y aurait des beaux outils, il y aurait des choses qu'on peut utiliser, mais ce niveau d'engagement est plus inquiétant. Donc c'est pour savoir la météo et demander à l'oral, on est OK tant qu'on est dans de la récupération d'informations, mais quand on est dans un engagement émotionnel intense, là, il faut faire attention. Maintenant, ça tombe bien parce qu'en fait, nos invités ont parlé, malheureusement, des cas catastrophiques qu'on a pu voir chez les adolescents. Et là, je vais essayer de vous apporter l'autre brique, celle dont on parle pas assez, de pourquoi ça arrive en fait. Pourquoi les adolescents ils sont plus vulnérables? Parce que comme ça, ils ont l'air grands, ils se croient vraiment grands, ils croient qu'ils savent tout. Mais en fait, c'est hyper vulnérable comme période dans le développement cérébral d'être un adolescent. Et pour plusieurs raisons.
À l'adolescence, si on remonte un petit peu, notre cerveau, il n'a pas vraiment évolué. Depuis 200, 300 000 ans, on est toujours à peu près au même niveau. Et donc, du coup, on garde certaines choses qui sont liées à notre développement en fait en tant qu'humain. Normalement, vers ces âges-là, c'est le moment où on quitte le groupe et puis on va voir ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être capable de prendre plus de risques. Et cette prise de risque, on la retrouve dans le cerveau où l'enfant, naturellement, va chercher la récompense immédiate plus et pas encore tout à fait capable. Il y a un petit peu un décalage dans le développement de 1 ou 2 ans, pas encore tout à fait capable d'inhiber les comportements. Donc ça fait quoi ? Ça fait que vous avez des ados, si vous en avez, qui prennent des risques, qui font des trucs qui font pas de sens, qu'on se dit mais tu savais que tu avais ce devoir, comment ça se fait que tu as préféré aller, je sais pas, au cinéma avec tes copains ? Gladys, ils sont avec leurs copains à l'heure de l'IA, on est content. Mais qui vont pas pouvoir penser vers le long terme. Et c'est pour ça qu'il y a ces prises de risques. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est qu'ils vont pas toujours faire les choix qui sont bons pour eux, pas parce qu'ils parlent comme des grands qui sont déjà grands. Puis la deuxième chose, c'est que c'est un moment où on voit un début vraiment de l'anxiété sociale de manière assez naturelle, c'est normal. Parce que justement, s'ils quittent un petit peu le nid familial et qu'ils vont former des attachements avec d'autres, ça veut dire qu'ils doivent sortir un peu de leur groupe et aller dans d'autres groupes. Donc bien sûr, si je veux faire partie du groupe, il faut que je m'ajuste à mon groupe. Il faut que je vois si quand je dis ça, est-ce que je suis acceptée ou au contraire, je suis un peu rejetée. Il faut avoir cette conscience sociale, mais ça fait qu'ils ont plus peur du jugement naturellement. C'est une période qui est assez vulnérable pour eux. Et puis, il y a un développement qui doit se faire important des compétences sociales. Donc, on doit être sûr qu'à ce moment-là, ils apprennent vraiment à s'ajuster à l'autre, à tenir compte des feedbacks, des intentions des autres pour pouvoir faire partie du groupe, pour pouvoir faire partie de la société, en fait. Et donc, à l'heure des agents IA, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des IA qui peuvent être hyper engageantes pour eux, qui peuvent leur donner vraiment envie de passer du temps avec eux, comme on a pu voir avec le cas de Character AI, par exemple, et il y en a plusieurs. La première chose qui se passe, c'est que on sait qu'ils vont faire de l'anthropomorphisme. Tout le monde en fait. Les enfants encore plus, les jeunes aussi. Ils sont à un moment où c'est dur d'aller vers les autres, et là, on leur propose un truc, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça va s'adapter à toi. Ça ne veut pas dire que l'IA va toujours être d'accord, parce que des fois, c'est ce qu'on dit, on dit « ouais, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on soit d'accord ». Non, l'IA, elle va apprendre ce que le jeune aime. Elle va apprendre que peut-être ce jeune, il aime qu'on le contredise et il aime argumenter et que c'est ça le type d'interaction qu'il aime. Ou au contraire, que c'est un jeune qui aime beaucoup être rassuré et qui a besoin de ça. Mais systématiquement, l'IA va s'adapter et augmenter le temps. Je parlais encore à une conférence, j'ai une jeune qui est venue me voir à la fin de la conférence pour me dire que elle utilisait plus cette IA et je voyais une culpabilité chez elle. Et je pense que c'est hyper important de revenir sur le fait qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Elle est naturellement faite pour vouloir ce type de relation. Donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas lui donner accès à ce type de relation. Surtout qu'on sait qu'elle n'a pas encore le niveau, justement, la capacité de penser vers des termes plus longs et de se dire ça va pas être bon pour moi dans un certain temps. Donc on veut vraiment réfléchir à ces IA. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas avoir des agents IA qui seraient bons. Parce que justement, on sait que les compétences sociales des enfants et que le niveau d'anxiété sociale est très lié en fait aux compétences sociales. Moins un enfant est compétent, plus il est anxieux. Qu'est-ce qui se passe si on avait au contraire un chatbot qui permettait justement de voir, c'est pas bien, de pouvoir donner des retours plutôt positifs à un jeune, qui va lui donner des stratégies pour aller vers l'autre, pour aller améliorer ses compétences sociales, pour que le niveau d'anxiété diminue et que ce jeune, plutôt que de vouloir engager avec des IA, se sente suffisamment à l'aise pour aller engager avec ses pairs. Donc il y a des belles choses qu'on peut faire. Je pourrais parler de plein d'autres choses. Je pourrais parler d'éducation. Et on a un temps limité, et je suis ravie d'en parler avec vous à la pause. Et c'est comme on en parle beaucoup plus, j'avais envie de parler des choses dont on parle un petit peu moins. Après avoir fini ce rapport, à chaque fois je me disais, bon dans le fond en fait cette utilisation, ok il y en a des bonnes, celle-ci elle est pas top, mais bon c'est une utilisation et à chaque fois j'ai un peu ce sentiment à la fin de chaque paragraphe où je disais, oups c'est peut-être un peu risqué. C'est finalement quand j'ai fini d'écrire ces 50 pages, je me suis dit en fait il y a plein d'endroits où c'est un petit peu risqué. Et c'est ça le risque finalement, c'est le fait que ça va être partout. C'est cette notion de risque systémique. C'est le fait qu'il ne va pas y avoir un endroit où ça va être similaire à ce qu'on a toujours eu en tant qu'être humain. Et ça veut dire qu'on va avoir des conséquences qui sont imprévues. Il y a un peu cet effet de papillon finalement. Par exemple, si on diminue à quel point on pratique notre motricité fine, on pourrait se dire bon c'est juste de la motricité fine. Que la motricité fine dans le cerveau, c'est juste à côté des aires cérébrales qui gèrent les fonctions exécutives. Et on sait que ça peut avoir un impact. Donc il y a un aspect aussi où il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir anticiper.
Il y a un effet cumulatif, le fait que c'est partout, le fait que c'est beaucoup. Il y a un effet longitudinal, ça va être du jour où ils sont nés jusqu'au moment où ils ont 25 ans et que leur cerveau est mûr. Donc on veut réfléchir aux utilisations qu'ils vont avoir. Puis il va y avoir des différences entre les jeunes. On sait que ça affecte pas tout le monde pareil, parce que justement, je disais au début, la génétique, ça fait qu'on n'a pas tous le même tempérament. On n'a pas tous le même niveau d'anxiété sociale. On n'a pas tous le même niveau de base de dopamine. Par exemple, on voit que chez les personnes qui ont trouble déficitaire de l'attention, l'attrait pour les algorithmes est plus élevé, puisque ces algorithmes, souvent par exemple les réseaux sociaux, ça vous donne de la dopamine très rapidement. Et eux, ils en ont moins. Donc en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils la cherchent. Donc on voit plus de risques aussi chez certaines populations d'avoir des comportements un petit peu addictifs. Ça fait partie des choses aussi qu'il va falloir évaluer et qu'on ne connaît pas encore bien. Il faut vraiment qu'on avance sur la recherche. Puis enfin, il va y avoir des influences de l'environnement, selon les parents qu'on a, selon à quel point ils savent que c'est un risque ou que c'est pas un risque, les produits qu'ils vont mettre dans les mains des enfants. Potentiellement, ça peut aller empirer certaines inégalités selon le niveau d'éducation de chacun. Donc souvent on nous demande dans les conférences, on dit mais vous êtes pour ou contre les IA? Bon, vous avez compris que la réponse n'était pas tout à fait stricte. Il y a des très bonnes utilisations, il y a des utilisations où clairement, finalement, on en sait suffisamment avec la science qu'on a aujourd'hui pour se dire qu'on n'en veut pas. Donc voilà, la réponse n'est pas oui ou non, c'est pas bien ou c'est pas bien ou c'est mal. Voilà, le but vraiment, c'est de travailler, d'anticiper, et on croit beaucoup à cette approche multidisciplinaire et avec plusieurs expertises. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.